Bon, ben, on va commencer. Bienvenue à notre webinaire sur devenir producteur photovoltaïque ce soir. On va donc commencer notre webinaire habituel. Ce n'est pas le premier webinaire qu'on organise. Ça fait maintenant depuis 3 ans qu'on organise régulièrement des webinaires, comme vous avez peut-être pu remarquer, aussi dans le futur, donc sur d'autres thématiques. Alors, ce soir, je suis accompagné, donc moi je suis Johannes Schonk de la Maison Énergie du Pays d'Aix. Je suis accompagné par mon collègue Jérôme de la LEC de la métropole marseillaise et d'une professionnelle de la société E2S. Donc, présentez-vous rapidement, s'il vous plaît. La société E2S a été créée par mon père en 2004, donc on est tout juste majeur, spécialisé dans les énergies renouvelables en général, donc autant solaire que photovoltaïque. Et aujourd'hui, on intervient là, dans ce webinaire pour la partie photovoltaïque. Ok, on continue. Donc, on a l'habitude d'inviter des professionnels, donc qu'on appelle référencés, qui ont signé notre charte de qualité et avec qui on échange régulièrement sur les différents sujets techniques, d'actualité, etc. Et aussi sur les webinaires qu'on a l'habitude d'organiser. Alors, pour tous ceux qui ne nous connaissent pas encore, que je pense que c'est plutôt la minorité, donc, Jérôme et moi, on fait partie donc, du service public de la rénovation énergétique de l'habitat, donc des structures financées notamment par l'État via les C2E. Bon, c'est très particulier comme financement, mais on représente le service public ensemble avec l'ADIL. Jérôme et moi, c'est sur la partie accompagnement plutôt technique et les collègues de l'ADID, donc l'Agence départementale d'information sur le logement, plutôt sur le côté juridique. Donc aujourd'hui, si vous habitez sur le territoire de la métropole, donc vous cherchez des informations sur la rénovation énergétique, mais aussi sur le photovoltaïque, vous pouvez donc nous contacter selon votre code postal. Il y a aussi les collègues sur East Ouest Provence. Et voilà, donc nous, notre service, c'est de accompagner les particuliers pour un projet de rénovation de manière neutre et gratuite pour trouver le bon professionnel, comprendre ce qu'on pourrait faire dans un projet de rénovation, dans quel ordre il faut s'y prendre et surtout, on propose des actions au-delà du conseil, donc des webinaires, des salons, des conférences, des visites des sites, etc. Tout ça dans un objectif de informer et sensibiliser les particuliers sur notre territoire. Alors, aujourd'hui, vous pouvez nous contacter directement sur un seul numéro. C'est le numéro du département de la métropole. Et voilà, qui regroupe donc tous les acteurs associatifs qui travaillent sur ce sujet au nom de France Rénov'. Alors, ce soir, on va parler du solaire photovoltaïque. Je pense que vous avez peut-être remarqué, si vous êtes peut-être sur YouTube ou sur les réseaux sociaux, vous êtes particulièrement démarché. En tout cas, moi, je reçois beaucoup de publicité actuellement, comme quoi que je peux devenir énergétiquement complètement autonome grâce à quelques panneaux. Bon, je trouve ça bien sympa, mais ouais, voilà, c'est bientôt l'été. Le soleil en Provence, il y en a. Et du coup, il y a aussi le contexte veut que aujourd'hui, on a, suite à la crise en Ukraine, une hausse des prix aussi de l'électricité oui, qui a réveillé un peu les personnes qui se posent des questions, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Donc, ce soir, on traite le photovoltaïque, donc pour savoir qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'électricité produite et surtout avec le professionnel qui nous accompagne. Donc, comment il faut prévoir son projet en concret. Et là, on a la chance avec Adrien qui va nous présenter donc un cas pratique qui est quand même très intéressant
à voir comment un professionnel prévoit une installation pour les particuliers. Alors, par contre, avant de démarrer, se plonger sur le produit électricité, on veut bien rappeler quand même un peu le principe, en tout cas, selon nous, sur ce qu'on devrait viser avant de se lancer sur un projet photovoltaïque. C'est notamment c'est le scénario Négawatt, donc une association qui est assez militante en faveur de la transition énergétique. Et là, sur le slide, vous voyez bien qu'on parle d'abord de sobriété, d'efficacité ensuite, et à la fin, en troisième temps, du renouvelable. Donc, pour nous, ça s'appelle d'abord donc bien se poser les bonnes questions en amont, réfléchir sur l'enveloppe de son bâtiment, donc réduire ses besoins, d'avoir des systèmes de chauffage et de production d'eau chaude efficaces. Et dans un troisième temps, oui, pourquoi pas du renouvelable, il n'y a rien contre. Hein. Mais ce sera quand même dommage, si vous avez une passoire thermique, de viser que du photovoltaïque parce que ça ne va pas très loin et ça ne prévoit pas vraiment votre bâtiment, votre logement pour l'avenir. Hein, moi, particulièrement, moi, j'aime bien, par exemple, d'expliquer aux particuliers l'argent que vous mettez sur votre toit pour produire l'électricité. Contrairement à une isolation, ça ne change pas directement sur quelque chose sur votre confort d'hiver, votre confort d'été. Et c'est pour ça qu'on essaie de sensibiliser sur le fait que ça vaut le coup quand même de renforcer l'isolation et d'avoir des systèmes de chauffage et de production d'eau chaude efficaces et ensuite du renouvelable. Alors, là, on va commencer vraiment le dur. C'est quoi? Le photovoltaïque, contrairement le solaire thermique, peut-être pour certains, je pense qu'il y a certains qui se connaissent déjà, mais c'est toujours bien de rappeler. Vous pouvez à la fois produire donc l'électricité, donc ça c'est bien le photovoltaïque, l'énergie photovoltaïque, donc production d'électricité grâce à des panneaux. Mais vous avez aussi la possibilité de produire l'eau chaude. Donc si on voit des panneaux sur le toit, un professionnel souvent il le voit tout de suite, mais c'est pas toujours visible que certaines installations servent uniquement à chauffer de l'eau, donc via une fluide pour avoir un apport solaire pour l'eau chaude ou voire pour le chauffage. Mais en tout cas, chez nous, c'est plutôt dans la région, c'est plutôt l'eau chaude généralement. Donc là, vous voyez un peu la différence, sachant qu'on a aussi on a fait des webinaires sur le solaire thermique pour ceux qui s'intéressent à ce sujet. Et nous, on va traiter donc, la partie solaire photovoltaïque, donc produire l'électricité grâce à des panneaux, un système tout à fait simple et bien étudié qui existe depuis longtemps. Donc, produire l'électricité en forme donc un courant continu. Donc, si vous voyez maintenant sur cette slide une installation photovoltaïque basique pour un logement individuel. Donc, vous avez les panneaux sur le toit, généralement sur le toit. Vous avez une partie importante qu'on appelle l'onduleur, donc celui qui transforme le courant du continu en courant alternatif. Vous avez l'onduleur central, souvent qui est placé dans le garage, dans la cave. Vous avez les micro-onduleurs. C'est aussi quelque chose qui a bien évolué, donc qui est aujourd'hui souvent proposé. Vous avez des onduleurs centrales avec des optimisateurs, tout ça dans le but de perfectionner un peu la production. Donc, si je vois par exemple l'onduleur qui est quand même une pièce particulièrement un peu plus fragile par rapport aux panneaux, ça je vais vous montrer après. Donc, nous, on estime, selon ce que vous mettez, si vous avez plutôt une onduleur centrale sans optimisateur, ça peut être autour de 10-12 ans. Adrien, tu me corriges selon ton expérience? Ouais. OK. Et voilà, donc ça fait partie de votre installation. Et vous avez, comme vous voyez sur la slide suivante, toujours un logement individuel, toujours en France, toujours un compteur Linky. Donc, une qui sert à
notamment, donc, là, où c'est indiqué ce que vous consommez et en cas d'autoconsommation, aussi ce que vous autoconsommez. Ou, dans certains cas, mais ça, on va vous montrer après, vous pouvez aussi avoir 2 compteurs Linky, notamment pour le cas de la vente de la totalité. Ça fait partie du projet, sauf en site isolé, où vous êtes vraiment loin de tout, pour des petites maisonnettes en montagne, où c'est vraiment une autoconsommation vraiment autonome du off-grid. Voilà, donc l'implantation, comme vous savez, principalement sur le toit. Sur le toit, souvent, politiquement, c'était particulièrement favorisé au début l'intégration au bâti, qui aujourd'hui, c'est plus vraiment à la mode. Je dirais heureusement parce que là, vous voyez, donc l'intégration nécessite d'enlever des tuiles pour bien l'intégrer. Donc, point de vue esthétique, point de vue technique, c'est pas du tout intéressant parce que vous pouvez créer des problèmes d'étanchéité et aussi en termes de ventilation des panneaux parce qu'en plein de canicules, ça chauffe quand même sur le toit. Donc aujourd'hui, on parle principalement d'une surimposition qui est quand même beaucoup plus pratique pour les professionnels aussi à installer. Mais aussi, on parle des systèmes au sol. Donc, pour ceux qui n'ont pas le droit de l'installer sur le toit, c'est difficilement possible. Mais bon, on va peut-être Adrien peut nous expliquer ou montrer peut-être un cas aussi sur une production au sol qui est, ouais, point de vue financier, ça dépend, mais ce qui est plus intéressant, c'est généralement la surimposition parce que les différents tarifs de rachat sont plus intéressants, contrairement au sol. Alors, les notions techniques essentielles, je survole, je ne rentre pas trop dans les détails, mais on parle quand même d'une puissance d'un panneau. Donc, c'est une grandeur instantanée qui s'exprime donc en kilowatts. Et vous avez donc l'installation, en P, le nombre de panneaux fois le panneau unitaire de panneaux. Donc, ça signifie, en gros, vous avez ce qui peut être produit dans l'instant. Et ensuite, vous avez l'autre notion sur l'énergie, donc qui se montre sur la durée, qui s'exprime donc par kilowattheure. Et tout ça s'exprime. Alors, concrètement, comment vous êtes confronté à ça, c'est dans le calcul d'une retour sur investissement, parce que on parle de combien vous consommez par jour, etc. Ça, c'est des notions à retenir. Et par exemple, quand vous avez différentes propositions des artisans à comparer, on parle, sur la slide suivante, on parle de puissance crête, donc une puissance standardisée des panneaux qui est indiquée comme kilowatt crête en conditions de laboratoire, conditions idéales. Sur les panneaux, on peut retenir que les panneaux photovoltaïques aujourd'hui, on a souvent une durée de vie plus que 30 ans et on voit des devis avec des garanties d'usine d'au moins 25 ans. C'est quand même très intéressant d'acheter du matériel avec avec une durée de vie si élevée. Si pour ceux qui habitent sur le pays d'Aix, il y a à Pérol en Provence, vous avez une installation d'une écogite qui était réalisée dans les années 80. Et de ma connaissance, cette installation, bon, les panneaux, ils ont forcément perdu en performance parce que ça se réduit, mais ça produit toujours. Et donc, les panneaux aujourd'hui que vous pouvez acheter aujourd'hui avec une très bonne performance, vous pouvez être sûr que, sauf s'il y a la foudre qui tombe dessus, et si c'est bien installé, que vous aurez des panneaux avec une installation qui va durer dans le temps. Donc, très loin, avec des horizons, voire plus que 20 ans. Alors, on parle des technologies. Souvent, c'est monocristallin. Vous avez aussi le polycristallin. Vous avez des
différents types un peu moins connus avec bifaciaux, donc les deux côtés qui peuvent récupérer l'énergie solaire. Voilà, je survole toujours. Alors, si on parle des panneaux photovoltaïques, il y a la discussion autour de est-ce qu'on peut le dire que les panneaux photovoltaïques, c'est écologique, c'est quelque chose d'écologique, bah, tout est relatif. Nous, on se base principalement sur l'idée d'une analyse de cycle de vie. Ça signifie que de savoir quand est-ce que entre la conception, l'utilisation, le recyclage, est-ce que ça, on peut dire que c'est déjà, est-ce que ça peut être recyclable? Combien d'énergie les panneaux vont produire par rapport à ce qu'il faut pour les produire? Et aussi l'impact environnemental, surtout selon où ils sont construits. Ce qu'on peut retenir, c'est le temps de retour énergétique purement par rapport à ce qu'il faut, on considère que c'est à peu près 3 ans. Donc 3 ans, un panneau a suffisamment produit d'énergie par rapport à sa conception. Donc ça, c'est plutôt un très bon indicateur. Et aussi le niveau de possibilité de le recycler. Et d'ailleurs, sur Rousset, vous avez une usine qui recycle les panneaux photovoltaïques, si je ne me trompe pas. Donc, c'est plutôt bien, hein, en tout cas, par rapport à ce que vous avez peut-être pu entendre dans les médias, comme quoi que les panneaux sont polluants, c'est dangereux, etc. Voilà. Alors, je laisse la parole à Jérôme qui va nous expliquer un peu plus en détail qu'est-ce qu'on peut faire avec l'électricité produite. Très bien, merci Johannes. Tu peux passer à la slide d'après. Donc, on va tout de suite voir 3 facteurs déterminants qui vont un peu conditionner votre niveau de votre productible solaire. Il s'agit avant tout de savoir la surface disponible en toiture qui va forcément conditionner la puissance de l'installation et le juste dimensionnement. Ensuite, il y a effectivement votre possibilité de produire en fonction de la localisation géographique du projet. Donc, on voit forcément sur l'illustration sur la carte de France que là où on produit le plus, évidemment, c'est sur le bassin méditerranéen, où on peut espérer une production moyenne qui peut aller de 1200 à 1400 kWh par kilowatt crête. Et enfin, des facteurs de correction solaire incluant à la fois l'inclinaison de ma toiture et aussi l'orientation des panneaux. À savoir que forcément, la meilleure situation, c'est l'orientation plein sud, en n'excluant pas, bien entendu, la possibilité d'orienter les panneaux côté est ou ouest en fonction du moment où je vais utiliser de l'électricité. Mais ça, on y reviendra éventuellement avec le professionnel. Donc, 3 facteurs. Ma surface en toiture, la localisation géographique du projet et enfin des éléments déterminants tels que l'inclinaison et l'orientation des panneaux. On va passer à la slide d'après. Voilà, alors, vous avez bien entendu plusieurs choix. Il y a 3 principaux modèles économiques. Il s'agit avant tout de la vente totale. Donc, je n'autoconsomme pas, j'autoproduis, je revends la totalité. Donc, contrat signé sur 20 ans.
Ensuite, vous avez l'autoconsommation seule, sans vente de surplus. Alors, forcément, ces types d'offres correspondent plus à des petites installations ou à des sites isolés. Je prends par exemple le cas typique d'un chalet de montagne qui ne serait pas relié au réseau. Eh bien là, c'est pertinent de partir sur juste de l'autoconsommation. L'autoconsommation seule, sans vente de surplus. Et enfin, l'offre la plus plébiscitée, la plus utilisée par les particuliers reste l'autoconsommation avec vente du surplus. Donc, il s'agit au même titre que la vente totale de s'engager sur une période de 20 ans et donc d'autoconsommer et d'éventuellement revendre le surplus. Donc voilà les trois modèles économiques principaux. On va passer à la slide d'après. Voilà. Alors là, on va partir là. Ce qui est indiqué ici, ce sont donc pour un choix de modèle économique pour une puissance moyenne aux alentours de 3 kW, 3 kW crête. Donc, si je fais de la vente totale, eh bien, je pourrais revendre au tarif unique de 23,5 centimes du kilowattheure. Tout cela, bien entendu, pour une installation photovoltaïque égale ou inférieure à 3 kW crête. J'ai également la possibilité aussi d'autoconsommer sans revendre, bien entendu, aucune aide ne sera disponible. Et enfin, la troisième, donc l'autoconsommation avec revente de surplus, avec un tarif de rachat du surplus qui a été récemment revalorisé. Il était à 10 centimes et il est passé à un peu plus de 13 centimes du kilowattheure produit. Enfin, du moins revendu sur le réseau. Et enfin, la possibilité dans cette offre bien particulière, je le rappelle, autoconsommation avec vente du surplus, la possibilité d'avoir ce qu'on appelle la prime à l'investissement, qui est de 50 centimes d'euros du watt crête. Donc, si j'ai une installation de 3 kg, soit 3000 watts crête, je pourrais escompter d'avoir une prime de 1500 euros. Une prime à l'investissement de 1500 pour une puissance de 3 kW crête. À noter que cette prime à l'autoconsommation, elle s'effectuait les 5 premières années et était répartie de façon égale sur les 5 années. Dorénavant, il y a possibilité d'obtenir dès la première année l'intégralité de cette prime à l'investissement. On peut passer à la slide d'après. Voilà. Alors, je voulais faire juste une petite parenthèse sur la problématique du stockage de votre production par batterie. Donc, le premier souci, c'est la contrainte économique, c'est que les batteries ont relativement un prix élevé et une durée de vie de l'ordre de compter une dizaine d'années. Et l'élément important à retenir, c'est que le coût de revient de l'électricité stockée sur batterie est 2 fois, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est 2 fois plus élevé que de soutirer sur le réseau. La contrainte technique, la nécessité d'avoir un onduleur bidirectionnel
qui est un peu plus cher qu'un onduleur classique, pour la bonne et simple raison qu'il faut à la fois soit injecter sur votre compteur du courant alternatif, mais également de convertir de l'alternative vers l'électricité continue pour aller venir alimenter ces batteries. Enfin, une contrainte environnementale sur la raréfaction des matières premières. Donc, on ne sait pas à l'avenir quelle sera si voilà. La tendance, c'est qu'il est possible que le prix des batteries augmente avec, bien entendu, des matières premières plus difficiles à récupérer. Voilà, je vais passer à la slide d'après. Voilà, alors je voulais faire juste une parenthèse puisqu'il y a une offre qui dernièrement a fait son apparition. C'est ce qu'on appelle le stockage de votre surplus par batterie virtuelle. Alors, les contraintes sont exclusivement économiques, puisque cela nécessite, alors pour souscrire justement une offre avec l'option batterie virtuelle, il est parfois nécessaire de changer de fournisseur d'énergie pour en prendre un fournisseur qui propose cette offre. Et il faut être bien entendu vigilant sur le prix au kilowattheure, puisque pour certains tarifs, vous pouvez sortir du cadre du tarif réglementé. Donc, bien faire attention à connaître les conditions d'abonnement et du prix tarifaire au kilowattheure, bien entendu. Alors, tout ça, le fait, hein, le principe est le suivant pour les batteries virtuelles. Le surplus que je n'ai pas autoconsommé, eh bien, je l'envoie sur le réseau et à tout moment, je peux le récupérer au moment où j'en ai le plus besoin, hein, notamment la nuit, par exemple. Hein, les panneaux ne vont pas produire à ce moment-là. Eh bien, j'ai la possibilité de rapatrier ce courant que j'ai stocké sur le réseau via ces batteries virtuelles. Donc, il faut savoir que ça, ce n'est pas gratuit. Injecter et récupérer votre production, ça implique forcément des taxes de réacheminement. Donc, il y a une série de taxes que vous devrez, bien entendu, vous acquitter, comme le CSPE ou le TURP. Enfin, l'impossibilité de pouvoir bénéficier de la prime à l'investissement dont je vous parlais tout à l'heure, qui est valable uniquement pour l'offre autoconsommation avec vente du surplus. Donc, je le répète, pour les batteries virtuelles, il n'y aura pas l'impossibilité d'avoir cette prime à l'investissement. Donc, si on peut passer à la slide d'après. Voilà, donc on va passer, je vais laisser la parole, du moins, à Adrien, qui va, je crois, prendre un cas pratique sur Toulon. Adrien, tu nous entends? Oui, c'est bon. Voilà, donc je te laisse présenter ce cas pratique. Ok, si on peut passer à la suivante du coup. Sur une installation photovoltaïque, quand vous contactez votre installateur, le premier rendez-vous sert déjà à présenter la société, mais aussi à avoir quelques contraintes techniques de l'installation. Vérifier la surface sur la toiture. Maintenant, avec Google Earth, on n'a plus vraiment besoin de monter sur les toits, sauf quand c'est un peu limite, et à ces moments-là, on monte. La partie électrique est un vrai point, et souvent, le point bloquant qu'on a tendance à sous-estimer, c'est la liaison électrique. On veut tous éviter d'avoir une grosse goulotte en façade, et parfois, à l'intérieur, c'est un peu difficile de faire passer.
Donc ça, il faut toujours être assez vigilant dessus. Après, l'installateur vous envoie son devis, donc on vous envoie un devis et une étude de production, à savoir qu'en tant qu'installateur, on a le devoir de vous donner une étude de production, de vous dire combien l'installation va produire. C'est une centrale de production d'énergie avant tout, donc certes, il y a une puissance, mais il y a surtout un productible, celui dont on parlait tout à l'heure en kilowattheure. Et une fois que tout ça est fait et que vous avez décidé de passer le pas, on arrive à la frise suivante où au début, il y a la déclaration de travaux. Donc là, on dépose, c'est à l'installateur en général de la poser, de la compléter pour la déposer. On dépose la déclaration de travaux. Il y a 1 mois de délai de recours auprès de la mairie, 2 si jamais on doit passer par une validation de l'archi-conseil. Et ensuite, une fois qu'elle est acceptée, il y a 1 mois de recours, c'est à ce moment-là que vous devez afficher le panneau en limite de propriété. Une fois que cette déclaration est déposée, on fait la demande de raccordement à Enedis, c'est ce qui permettra de déclarer votre installation sur le réseau et ce qui vous permettra également de valoriser le surplus à la suite. Légalement, Enedis a un engagement, je crois, à l'époque c'était 3 mois, maintenant c'est 1 mois, pour vous envoyer une proposition de raccordement, sachant qu'aujourd'hui, avec les Linky, elle est gratuite. En fait, la seule chose qu'ils vont vous dire, si le réseau est capable ou non de subvenir à vos besoins. Ensuite, une fois que vous avez la proposition de raccordement et l'acceptation de la déclaration de travaux, et que le mois de recours a été fait, on peut réaliser les travaux. Un 3 kg, suivant les typologies, c'est entre une journée et 2 jours, 2 jours et demi, si c'est un peu complexe. Ensuite, on demande le consuel. Il n'y a pas de visite obligatoire, c'est fait de manière aléatoire. C'est le consuel qui décide quand est-ce qu'il visite ou non une installation. Et une fois que le consuel est accepté, on peut demander la mise en service à Enedis qui vous paramètre à distance le Linky pour compter le surplus. Et là, on peut théoriquement engager le photovoltaïque sur on. Après, on est très bien conscient que, en général, quand le consuel est reçu, l'installation est mise en service. Si on peut passer à la slide suivante. Je vois passer une question rapide là en même temps. Oui, en fait, est-ce que il faut le consuel pour mettre en service? La réponse est oui. Normalement, il faut même avoir le raccordement d'Enedis. Le consuel, en gros, rend votre installation assurable auprès de votre assureur. S'il y a un défaut, il faut pouvoir prouver qu'elle était conforme, donc qu'elle avait une attestation consuel. C'est pour ça qu'on a tout. Donc là, c'est un chantier qui a été fait à la Seine-sur-Mer, où vous avez... Là, c'est une technologie d'onduleur plus optimiseur. On va aller chercher un peu le meilleur des 2 mondes, avec un pilotage sous les panneaux pour maximiser la production, et l'onduleur centralisé qui est plus simple à aller chercher en cas de maintenance, de panne, etc. Vous voyez en dessous les coffrets de protection. Donc là, c'est un coffret AC/DC en 2 parties. Vous avez la partie gauche qui est la partie courant continu. Et après, la partie droite qui est la protection alternative. La partie alternative, c'est vraiment comme un tableau électrique classique. Vous avez un disjoncteur différentiel et après, en plus, vous avez un petit parafoudre. Et vous voyez un coffret en plus sur la droite, c'est là où on intègre notre compteur. C'est pas obligatoire, mais la plupart du temps, c'est quand même agréable de savoir quel est l'impact de votre production sur la consommation de la maison. Et avec ça, il faut pouvoir compter ce que consomme la maison. Donc c'est à ça que sert le compteur. Et après, les panneaux qui sont sur le toit, eux, maintenant, aujourd'hui, c'est toujours en surimposition. On évite au maximum l'intégration. Si on peut passer à la slide suivante. Donc là, c'est sur la partie étude. Donc c'était en phase amont, quand on vous envoie un devis, on vous envoie une étude de production. Cette étude de production, elle doit prendre... Alors là, c'est un logiciel un peu spécifique, mais ça peut très bien être fait sur un logiciel, entre guillemets, gratuit. Mais il faut pouvoir justifier que l'étude a été faite avec un logiciel qui est capable de fournir des chiffres cohérents. Cette étude, elle va prendre une station météo de référence, donc ici Toulon, Marseille, Aix, et après on essaye de modéliser les masques. Là, dans ce cas-là, c'était assez simple, il n'y en avait pas.
la plupart du temps, sinon, on essaye de modéliser en 3D la maison sur un logiciel de DAO pour essayer de voir l'impact d'une cheminée, d'un arbre, etc. On peut passer à la slide suivante. Donc, une fois que vous avez modélisé votre maison et qu'on a fait tourner le logiciel, on arrive à une production mensuelle. Cette production, ça, c'est ce que va fournir votre énergie, c'est pas ce que va consommer votre maison. C'est ce qui sera disponible pour être consommé dans votre maison et donc qui sera soit dans la maison, soit revendu. Et on voit qu'on a quasiment un facteur 4 entre la production d'hiver, de décembre par exemple, et la production de juin, juillet, en plein été. Ce qui en ressort, c'est que la plupart du temps en hiver, vous allez avoir un gros taux d'autoconsommation, donc vous allez utiliser une bonne partie de votre production. En été, par contre, vous aurez quand même une bonne partie qui sera revendue à EDF, à Enedis. Slide suivante, s'il vous plaît. Les modules, au cours du temps, vont perdre en production. C'est dans les fiches techniques des fabricants, c'est quand ils vous parlent de 80% au bout de 25 ans, etc. Cette perte de production, elle n'est pas énorme, mais elle est quand même présente. Et on peut très bien voir que là, entre la première et la 20e année d'exploitation, vous avez quasiment 400 kWh de différence. C'est bon à savoir, c'est bon à prendre en compte, notamment sur les arguments des modules qui ont une faible perte de production. Il y en a qui sont, en moyenne, vous êtes à 0,55, vous avez certains qui sont à 0,3%. Un module qui a une faible perte de production, c'est un module qui sera intéressant si vous comptez l'exploiter 15-20 ans. Si vous regardez sur une rentabilité à 10-12 ans, autant mettre un module classique. Voilà. Là, ça dépend vraiment du choix de chacun et de la façon dont vous allez utiliser votre énergie. On peut passer à la suite. Dans cette étude de production, on va également essayer de voir quel est l'impact que ça va avoir sur vos factures. Ça, en général, on va prendre votre facture Enedis, enfin EDF, sachant qu'avec au mieux un diagramme bâton mois par mois, c'est assez difficile de savoir exactement ce que ça va impacter sur votre consommation. Donc après, ce sera à vous, en fonction de votre façon de modifier votre conso, qui pourra influer le résultat l'utilisation de cette production. Dans ce cas-là, la production estimée, c'est 4000 kWh. Le besoin, c'est la consommation de la maison. De ce cas, c'est à peu près 10 000 kWh. On en arrive à un ratio où cette personne utiliserait 65% de sa production et ça représenterait 26% d'économie sur sa facture. Et donc, il y aurait 35% d'excédent. Il faut être assez attentif sur les économies sur la facture. En moyenne, on va tourner entre 22 et 35-37% d'économie, pas plus, sans stockage. Après, si vous mettez du stockage, on peut monter un peu au-dessus. Mais il faut se méfier des discours du « vous ne paierez plus d'électricité », etc. Ça, c'est pas possible. Enfin, du moins pas sans un très gros parc de batterie, ce qui aura un coût prohibitif. On peut passer à la suite. Ouais, voilà, donc on va tout de suite passer à juste la slide d'après. On reviendra sur cette slide, hein, c'est les liens utiles. Et donc, les questions des participants à ce webinaire. Alors, j'ai une question pour rappel. Quels sont les critères pour choisir entre un onduleur central ou des micro-onduleurs? Donc, Adrien, est-ce que tu as une réponse à nous apporter? Souvent, ça va être un peu l'habitude de votre installateur. Il n'y a pas forcément de bonne réponse dans la plupart du temps. Sauf en cas si vous avez beaucoup d'ombrage, une cheminée, des arbres un peu partout, où là, on va aller prendre une conversion sous le module, que ce soit micro-onduleur ou optimiseur, où ça peut se justifier. Après, honnêtement, aujourd'hui, la mode est au micro-onduleur. Nous, on travaille beaucoup avec des optimiseurs. Enfin, en gros, la mode est vraiment à l'utilisation d'électronique sous le module pour aller maximiser la production tout le temps. Le micro-onduleur a beaucoup d'avantages et quelques défauts aussi, notamment que c'est un onduleur en soi et quelque chose qui craint les fortes températures. Vous mettez ça dans un point qui chauffe et ça reste une partie sensible. Et si vous devez changer un micro-onduleur en toiture, c'est toujours plus compliqué qu'un onduleur dans une habitation.
Je voyais passer une question qui disait que qu'est-ce qu'un optimiseur? L'optimiseur, c'est un petit convertisseur courant-continu, avec de l'électronique très simple. Et vous, au lieu de faire une chaîne de modules, vous faites une chaîne d'optimiseurs, où un module est raccordé à un optimiseur, et vous restez sur un onduleur centralisé derrière, donc vous gardez la partie sensible à l'abri. Très bien, merci Adrien. On avait juste une question, mais je crois que tu as répondu en direct. Pourquoi on trouve l'appellation kilowatt P au lieu de kilowatt C comme kilowatt crête? Mais je crois que c'est juste Oui, c'est en la anglais, version on dit anglaise. kilowatt peak, c'est ça, Ouais. et c'est exactement la même chose. Alors, une question intéressante. Est-ce que les modules bifaciaux sont adaptés pour les toitures? Euh, alors, il y avait une réponse là, qui était pas mal, qui disait que c'était un peu plus solide et un peu plus performant, je crois. En soi, oui, c'est adapté, c'est pas une mauvaise chose, c'est pas un argument de vente. Le bifacial, c'est que la face arrière va produire, et c'est en fonction de l'albédo, donc le coefficient de réflexion de la toiture, enfin de la face arrière. Mhm. Là, vous avez des modules qui sont très proches de la toiture, avec une toiture en tuile qui a un albédo pas énorme. Donc, le gain de performance va être très faible. Et aujourd'hui, un module bifacial, ça coûte pas forcément plus cher. Donc, pourquoi pas? Ouais. Personnellement, on n'en pose pas. Oui, ouais, On j'ai cru comprendre qu'en fait, il était plus adapté pour de l'agrivoltaïque ou pour des toitures terrasses Oui, ou maintenant, il où y a on des peut parkings, exploiter au maximum l'albédo ou c'est sur ça, des ombrières notamment. des ombrières avec des parkings en gravier. Le parking en bitume, c'est pas super, parce que forcément, le sol est sombre, mais un parking en gravier avec un sol assez clair, là, vous avez des vrais gains de performance. Sur une toiture, on va dire que c'est que du bonus, parce que ça coûte pas beaucoup plus cher. D'accord, une question de Monsieur Cédric Morin si, pour concernant le cycle ACV, analyse du cycle de vie. Est-ce qu'on a est-ce qu'on a des fabrications? Alors déjà, Made in France, est-ce qu'on a des bons fabricants en termes de panneaux solaires? Alors, faut faire très attention aux fabricants qui jouent sur les mots, avec du conception française, de l'ingénierie française ou du module nouvelle génération français. Euh, la plupart du temps, vous allez tomber sur du module chinois. Moi, je connais deux bonnes boîtes françaises, c'est Systovi, qui est vers la Bretagne, et Voltec, qui eux ont des usines d'assemblage en France. Mais sinon, en fabrication française, il y en a quasiment pas. Voilà, vous avez Voltec et Systovi. Les autres, c'est souvent des faux arguments commerciaux, et si vous rentrez un peu dans les détails, vous rendrez compte que quelque part dans les questions-réponses, ils vous disent qu'en fait c'est un module chinois, mais que les ingénieurs sont français, ou que c'est sur un cahier des charges quelconque, etc. Mais au final, ce sera un module chinois, avec certes un cahier des charges français, mais d'une usine asiatique, et avec une étiquette de la marque française. Très bien, merci. Alors, j'ai une remarque de Monsieur Rémy Durbesson qui nous fait remarquer que effectivement, on va pas aborder l'autoconsommation collective qui existe, hein, mais compte tenu que le webinaire est exclusivement consacré aux particuliers en maison individuelle. À l'autoconso Alors, collectif, c'est quand même un truc merveilleux, mais aujourd'hui, ça reste très jeune et c'est très très dur à mettre en œuvre. Enfin, sauf en faisant des grosses installations où on prend un prestataire qui monte toute la partie administrative. Mais aujourd'hui, ça va être vraiment intéressant sur des copros, des grosses copros, certaines petites copros dans quelques cas particuliers, et après des collectivités. très bien, merci. Une autre question de Monsieur Bernard Bress, à savoir si le prix de rachat dans l'option autoconsommation avec vente du surplus est plus élevé en Corse. Alors, je j'ai pas l'information. Est-ce que tu peux nous la confirmer? Mais je pensais que c'était des tarifs en vigueur pour la France métropolitaine, dont la Corse fait partie. Faut que je vérifie, j'ai peur de vous dire une connerie. Je suis pas sûr de moi, là. Donc, du coup, ça, on répondra à Monsieur Bernard Bress en direct.
Merci d'avoir posé la question. Oui, on va, monsieur Jean-Pascal, vous aurez les supports d'information, hein, bien entendu, par mail, ainsi que le replay de ce webinaire. Oui, une petite question qui revient de monsieur Rémi Durbesson sur le principe des batteries virtuelles. Je crois je l'ai expliqué rapidement. Il s'agit juste de, comment dire, d'autoconsommer une partie de votre production et non pas de revendre le surplus à EDF, obligation d'achat, mais à le rétrocéder sur le réseau et de le récupérer lorsque vous en avez besoin. C'est justement le principe de la batterie virtuelle. Notre question. Alors que j'ai une question. Quelles sont les autorisations qu'on doit obtenir en mairie auprès du service de l'urbanisme? Je pense que c'est la déclaration préalable de travaux. C'est ça. Très bien. C'est ça. Et aussi la question sur est-ce qu'il y a des primes de l'État? Pas une entreprise RGE, donc obligatoirement RGE, c'est bien ça? Oui. Donc, typiquement, l'achat des petites kits qui se vendent, où vous voyez pas mal de pubs sur Internet, des petites kits à acheter, à brancher. Donc là, on est bien d'accord. Et là, il n'y a pas d'aide financière proprement dit dessus. Donc, c'est bien avec un artisan et RGE qui a la qualification RGE pour les panneaux photovoltaïques. Vous pouvez donc avoir soit la prime à l'autoconsommation, la prime à l'autoconsommation, plus, je veux dire, un encadrement du rachat du surplus ou en cas de la vente de la totalité, donc un contrat sur 20 ans. Il faut quand même peut-être remarquer que c'est quand même rare de signer des contrats sur 20 ans, en tout cas. Par rapport à un choix de fournisseur d'électricité ou autre, personne ose d'imaginer le prix de l'électricité dans 20 ans, hein, ou le prix du gaz ou du fuel. Hein. Avant la crise en Ukraine, on n'a pas pu imaginer à quel point ça peut évoluer rapidement. Voilà, là, on le sait. Et je me permets aussi de vous ajouter une dernière nouvelle. Vous avez remarqué que j'ai un petit accent. Moi, je viens d'Allemagne et je viens de voir l'info que dans le premier trimestre en Allemagne, les Allemands, en moyenne, ça dépend bien évidemment le fournisseur qui choisit, le fournisseur d'électricité, ils payent 46, presque 47 centimes le kilowattheure de l'électricité. Donc là, on est presque voire double, voire le triple par rapport à ce que les Français payent. Et pourtant, les Français, ils considèrent qu'ils payent cher. Bon, on peut mettre en question est-ce que c'est le sortie nucléaire ou pas. Bon, ça, c'est pas ça, c'est une autre discussion. Mais par rapport un projet que vous engagez aujourd'hui, il faut bien imaginer que comme ce que Adrien a indiqué sur les slides après, bien évidemment, donc vous avez les primes à l'autoconsommation, etc. Mais la grosse question, c'est, si je regarde sur la slide 28, aujourd'hui, Adrien a déterminé le besoin de l'électricité, ou en tout cas le niveau d'autoconsommation, à peu près à 65%. Sachant que vous, chacun parmi deux, je crois on est une soixantaine ce soir, vous imaginez de vivre dans le même logement pour les prochaines 20 ans avec le même fonctionnement. Toujours le même, à peu près les mêmes habitudes, les mêmes systèmes électriques, le même système de chauffage. Et voilà. Donc, je pense que dans 20 ans, je ne sais pas. Ça, c'est un peu la philosophie derrière, mais
il faut quand même s'imaginer quelqu'un qui vient, par exemple, les personnes qu'on rencontre souvent, c'est des personnes qui sont fraîchement passées à la retraite, qui ont encore la maison dans laquelle les enfants ont grandi, ou que aujourd'hui, il y a plutôt d'autres questions. Est-ce qu'on reste dans la maison ou pas? Est-ce que la maison est prête pour être bien confortable dans l'avenir? Et au-delà, est-ce que mes besoins de consommation d'électricité seront toujours à peu près les mêmes sur les prochaines années? C'est dur à poser ces questions, mais je pense que ça fait partie de la réflexion. Alors, question de Charles, qu'est-ce qu'un optimiseur? Donc, on a vu, c'est un petit boîtier qui sont sur chaque panneau solaire et qui permettent de ne pas impacter la production totale en cas de défaillance d'un ou de plusieurs panneaux. Donc ça, c'est le principe des optimiseurs. Une autre question de Madame Françoise Cordiat, combien d'heures d'ensoleillement minimum sont nécessaires? Alors, il faut savoir que de toute façon, comme tu l'as rappelé, même en Allemagne, on produit. Il n'y a pas forcément un nombre d'heures normal, puisqu'on peut produire même lorsque c'est nuageux. Bien entendu, plus on aura des phases d'ensoleillement plus importantes, qu'on retrouve notamment sur le pourtour méditerranéen, et plus la production sera d'autant plus optimisée. Exactement. Et le même principe, c'est que Voilà. pour la question Oui, suivante, ouais. qu'est-ce qui se passe en cas de vente? Les panneaux vont toujours continuer de produire. Et après, c'est une question de, peut-être Adrien peut nous expliquer ça un peu plus en détail, mais normalement, les panneaux, c'est pas parce que vous vendez que vous désinstallez tous les panneaux pour les amener pour le futur logement. Il y a un transfert du contrat de rachat auprès de DFOA à faire à l'acte notarié, où en gros, quand vous vendez la maison, vous transférez aussi le contrat qui est en cours sur la maison. Voilà. J'ai repéré quelques questions qui passaient là, si je peux me permettre quelques réponses rapides. Oui. Il y avait une question sur les panneaux noirs qui augmentaient la température en cas de surimposition, pas vraiment, parce que dessous vous avez une lame d'air. En intégration, ça se discutait. Là, vu que vous avez une lame d'air, il n'y a aucun impact sur la température de la maison. Pour ce qui est de la grêle, les modules sont RG25, donc ils sont censés résister à des grêlons de 2,5 cm de diamètre lancés à 90 km/h, ce qui permet d'éviter pas mal de problèmes. Il y avait une autre question sur comment visualiser les pertes de production. Honnêtement, on ne le voit pas. C'est plus en cas d'une très grosse perte de production, aller chercher si ça vient du module ou quoi. Là, on peut y aller. Mais sinon, sur les 0,55% par an, ça ne se verra pas. Il y avait une autre question sur le choix 3 ou 6 kW, enfin, ou 9. Moi, j'ai un calcul qui n'a rien de scientifique, mais qui s'avère qui marche. Vous prenez votre consommation annuelle, vous la divisez par 3, et ça vous fait à peu près la puissance idéale pour votre installation. Après, rien ne vaut une vraie étude de production et l'impact que ça aura. Mais dans l'ensemble, prenez votre consommation annuelle, vous divisez par 3, et vous aurez à peu près la puissance idéale pour chez vous. Il y avait une autre question sur si on était taxé sur le bénéfice de la revente. En dessous de 3 kg, non. Au-dessus de 3 kg, oui. Mais sachant que le bénéfice sur un 6 kg, on parle de 300-400 € par an. C'est pas énorme. Mais qui nécessite la Une déclaration. Oui. Oui. Donc aujourd'hui, c'était d'ailleurs le dernier jour pour le département 13 pour faire sa déclaration sur l'année 2022. Donc, normalement, vous êtes censé à ce moment-là, soit pour la vente de la totalité ou pour l'autoconsommation, de déclarer ce que vous avez injecté. Et voilà, vous êtes taxé dessus. Autre question, quelles sont les différentes aides possibles au niveau régional ou au niveau national, telles que les primes C2E? Donc, il faut savoir que le photovoltaïque, de toute façon, n'est pas éligible à MaPrimeRénov' ni au certificat d'économie d'énergie. La seule prime dont vous pourriez bénéficier, c'est celle de la prime à l'investissement dans le cadre de l'offre autoconsommation avec vente du surplus.
juste une donnée, il existe effectivement l'aide du département des Bouches-du-Rhône qui peut subventionner votre installation dans la mesure où vous optez uniquement pour l'offre autoconsommation seule. Donc, si vous autoconsommez, vous vendez le surplus, vous ne serez pas éligible à l'aide du département. Donc, en gros, voilà, tabler sur le fait qu'effectivement, vous pourriez bénéficier d'une prime à l'investissement dans le cadre de l'offre autoconsommation avec vente de surplus. Y a-t-il des coûts d'entretien? Ça, je vais peut-être laisser la parole à Adrien. Est-ce que c'est un peu limite. Alors normalement, pour avoir notre certificat qualité ENR ou Qualibat, notre truc RGE, on est censé proposer des contrats d'entretien de l'installation. Vous avez aussi les obligations de maintenance électrique qui sont classiques. Après, un tableau électrique, ça se maintient certes, mais comme le tableau de votre maison, après les modules en toiture, à part vérifier le serrage de la fixation des modules, ça vous pouvez le faire une fois tous les 5 ans, il n'y a pas d'intervention vraiment nécessaire. Le lavage, c'est pareil. Si vous regardez du jour au lendemain, vous allez peut-être gagner 15-20% de production sur un espace de 24 heures. Mais dès que vous allez regarder ça à l'échelle de 1 semaine ou 1 mois, en fait, le mois avant lavage et le mois après lavage, vu que ça se réencrasse relativement vite, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, dans les études de production, on prend toujours 2 à 3% de perte par encrassement. Donc non, la maintenance, honnêtement, ça se justifie qu'à moitié. Voilà, j'ai une autre question de Madame Françoise Cordiade qui imagine que la toiture doit être en très bon état pour recevoir des panneaux en surimposition. Hein, oui, bien entendu, ça c'est la règle. Et d'autre part, c'est que la pose en surimposition est très très répandue et je crois que de toute façon on a abandonné le cas de panneaux directement en intégration de toiture, puisque les expériences passées nous rappellent qu'il y a eu beaucoup de problèmes d'étanchéité entre toiture et panneaux, et donc du coup, tous les professionnels maintenant s'orientent bien entendu vers la pose en surimposition. D'autres questions? Duelson, est-ce qu'il est alors Dualson, c'est chinois. c'est français? Non, c'est chinois. D'accord. Dualson, ils argumentent sur la fabrication française parce qu'ils assemblent le module qui est chinois et l'échangeur qui est européen dans une usine en France, et c'est le panneau, en gros, c'est le panneau hybride qui fait à la fois électricité et eau chaude, vu que l'hybridation est faite en France, c'est pour ça que le module est made in France. Mais si vous regardez bien leurs conditions et leurs détails là, de leur foire aux questions, c'est un module chinois. D'accord. Alors, une autre question, comment choisir les entreprises qui font faire les études et devis? Eh bien, de toute façon, on a rappelé qu'il fallait forcément passer par une étude de faisabilité, hein, en vue de bien dimensionner vos panneaux. Et bien entendu, les études et devis. Alors, effectivement, vous pouvez vous adresser avec notre entreprise partenaire est référencée E2S, mais nous pouvons également vous transmettre nos listes, d'autres listes de professionnels qui font du photovoltaïque. Effectivement, il faut forcément passer par une préétude et un devis. Et un installateur digne de ce nom doit vous fournir une étude de production. Vraiment, Voilà. j'insiste sur l'étude de production. Certes, on installe, admettons, 3 kg sur un toit, mais 3 kg à Lille ou à Saint-Cyr, c'est pas du tout la même production. Ce qui va définir le productible et donc l'intérêt du projet, c'est cette étude de production. Voilà. Donc, il faut savoir quelle énergie l'installation va être capable de fournir. Alors, on a juste une question sur les solutions pour les toitures plates, mais on peut bien entendu corriger l'angle en posant sur des chevalets, par exemple.
Voilà, on n'exclut bien entendu pas les toitures plates. Ensuite, Est-ce qu'il est préférable de prévoir de refaire l'isolation par rapport à la ouais. pose du panneau, avant et après, pendant et après? Oui. Sur le principe, oui, il vaut mieux d'isoler d'abord avant de poser les panneaux. Sauf, ça dépend de quoi on parle comme type d'isolation. Si c'est une isolation qui se joue à l'intérieur du bâtiment, là, ce que vous voyez sur l'écran, les poser en position ou intégrer. Intégrer, ça pourrait toucher la partie rampant en dessous, mais là, selon comment c'est fait, non, ça n'impacte pas. Sauf si, genre en toiture terrasse, si ça nécessite une isolation de toiture terrasse par extérieur. En tout état de cause, si vous faites une réfection totale de toiture, on vous conseille bien entendu d'opter pour une toiture, ce qu'on appelle une toiture PV ready, donc solarisable directement. Donc à prévoir notamment l'inclinaison de la toiture et de pouvoir justement par le système de tuiles mécaniques pouvoir sans trop de difficultés pouvoir intégrer des panneaux en surimposition. D'autres questions? Je pense que c'est une question plutôt pour moi. Ouais. Y a-t-il un marché de l'occasion du panneau Si, solaire? sûrement, mais même Ouais. vous regardez sur le bon coin, vous trouverez des panneaux. Après, vous n'avez aucune certitude si c'est d'occasion, d'origine, comment ça fonctionnait. Est-ce que c'était une maison qui a eu un incendie ou est-ce qu'il y a la foudre qui est tombée dessus? Vous savez rien. Donc, ouais, je pense que ça existe. Moi, je ne le connais pas. Je vous le déconseille. J'en ai vu passer quelques-unes. Là, il y a quelqu'un qui parlait des logiciels de simulation gratuits. Je crois qu'il y a AutoCalSol de l'INES, si je dis pas de bêtises. Tout à fait, AutoCalSol. Et vous avez aussi le site du département qui vous propose, vous rentrez l'adresse du projet et on vous donne une fourchette en fonction de l'installation, une capacité de production solaire. Donc, Ça rentre. le site est repris dans le lien qu'on verra en fin de webinaire. Donc, il y a plusieurs outils gratuits, bien entendu, sérieux, hein, comme l'INES, bien entendu, ou encore le site du département qui vous permet d'étudier un peu votre capacité à produire. Ça vous fait un premier jet, ça vous permet d'avoir une très bonne première approche, une idée du productible de la maison. Bien sûr, vous ne serez jamais avec un niveau de... Vous ne pourrez pas affiner toutes les pertes nécessaires, mais honnêtement, c'est pas obligatoire. Mais ça vous permet au moins d'avoir une première estimative de ce que vous allez pouvoir produire. Voilà, après j'ai une autre question. Comment se fait le raccordement réseau si le compteur Linky est à 50 mètres de la construction? Si c'est de l'autoconsommation, on s'en fout, on se met sur le TGBT, donc sur le tableau électrique de la maison. Si c'est de la revente, par contre, si vous faites de la revente totale, forcément, il faut tirer une tranchée pour se mettre sur le Linky qui sera posé à proximité de l'autre. Aussi la question, est-ce qu'en cas de coupure de réseau, est-ce qu'on reste toujours autonome avec les panneaux? Non, vous avez une protection interne dans l'onduleur qui s'appelle la DIN VDE qui stoppe l'onduleur si jamais vous avez une coupure réseau. Le meilleur moyen de la comprendre, cette protection, c'est si jamais Enedis décide de faire des travaux sur un transfo en bout de ligne de maintenance qui coupe le réseau et que vous injectez à ce moment-là, vous pouvez potentiellement tuer le technicien qui est en train de mettre ses mains dedans. Donc, l'onduleur s'arrête. Il y a quelques cas particuliers de solutions stockage avec onduleur hybride. Même avec du stockage, normalement, ça stoppe. Et avec quelques solutions de backup, là, vous pourrez avoir de l'électricité. Mais c'est extrêmement cher. Très bien. Une autre question, est-ce que, émanant de Marine Criado, est-ce que le logiciel que vous utilisez permet de calculer des masques des arbres? Je pense que oui, puisqu'il y a On peut faire une étude de la courbe beaucoup de du choses soleil. Ouais.
Vu qu'on modélise en 3D, on peut faire à peu près tout ce qu'on veut, parce qu'on importe le modèle 3D dedans, donc on peut mettre des arbres, des cheminées, des skydomes, du cheminement technique. Mais voilà, ça, en tant qu'installateur, c'est très important. Pour un premier jet, un logiciel gratuit, ça suffit. Voilà. Ensuite, J'ai vu passer quelqu'un qui demandait le coût d'une étude. Là, c'est propre à chaque installateur. Chez les particuliers, c'est gratuit. Ça fait partie du devis. On doit vous fournir quand on vous fournit un devis, on vous fournit une étude de production. Et c'est dans le cadre de notre réponse au devis. Voilà, c'est pour justifier le prix de l'installation. Et j'avais aussi vu passer une question sur les prix des installations. Nous, on travaille avec une structure assez particulière sur les tuiles, qui coûte extrêmement cher. On a des gros rails de 2 mètres sous les tuiles. Et on pose des panneaux de la marque Voltec, donc français, qui ont un coût non négligeable. Donc on a une approche, entre guillemets, haut de gamme, et on est assez cher. Un 3 kg, on va le sortir à 10 900 € TTC en moyenne. Voilà. d'accord. Alors, une autre question, est-ce qu'il existe des dispositifs qui permettent à un chauffe-eau électrique, par exemple, ou une pompe de piscine, de se mettre en marche en cas de surproduction? Alors, il y a à peu près tout. Ça va de la simple horloge pilotée en disant qu'on fait fonctionner des 10 à 14 parce qu'a priori, il y a du soleil à ces heures-là, au contact sec piloté par l'onduleur qui dit quand vous avez un excédent de production, vous démarrez, voire sur les chauffe-eau, vous pouvez même envoyer juste l'excédent dedans. Tout ça, la question, c'est quel investissement par rapport au gain que vous allez faire. Un pilotage du chauffe-eau ultra précis, dans un sens, c'est vachement bien. Après, ça coûte relativement cher à installer et on fait du gain uniquement sur l'eau chaude. Voilà. La pompe à chaleur de piscine, un contact sec, là, ça peut être pas mal. On va la lancer pour délester un petit peu l'excédent de production. Mais il faut toujours avoir quel investissement pour quel gain. En gros. D'accord. Une autre question, les panneaux solaires craignent-ils la grêle? Ça, on en a parlé vite fait tout à l'heure. Ouais. Il résiste à des grêlons de 2,5 cm de Non. diamètre. Donc, normalement, ça résiste à la plupart des tempêtes d'ici, sauf gros coup de malchance. D'accord. En cas de revente, comment reçoit-on le paiement et à quelle fréquence? Eh bien, je crois que ça se fait de façon annuelle C'est et auprès par de virement. EDF OA. Si vous faites de la revente de surplus encadrée par l'État, c'est EDF obligation d'achat. Vous recevez un mail qui vous invite à à déclarer votre surplus de production que vous voyez sur le Linky. Et après, ils vous font un virement dans les 30 jours, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est également là où vous allez recevoir votre prime à l'autoconsommation. D'accord. Autre question, pourquoi le système de batterie virtuelle n'est pas proposé par davantage de fournisseurs? Ça, j'ai pas de réponse à donner. Alors, j'en ai pas vraiment. J'en ai une qui est un peu puérile, c'est qu'ils n'ont pas grand-chose à y gagner, à part des nouveaux clients. Parce que du coup, ils valorisent pas le kilowattheure qu'ils vendent. Le kilowattheure stocké virtuellement, ce qui vous coûte, c'est uniquement les taxes, la TURP, les taxes d'acheminement, TURP, c'est la taxe d'acheminement, CSPE, etc. Après, sinon, ils pourront pas vraiment valoriser le kilowattheure. Donc, c'est plus un argument commercial pour faire venir des gens chez soi, j'aurais tendance à dire. Après, perso, j'aime beaucoup cette solution, hein, mais par exemple, EDF n'a pas vraiment d'intérêt à faire ça, je pense. Après, peut-être que je me trompe, mais c'est mon avis. Dans le cas de vente totale, est-on taxé sur le bénéfice réalisé ou directement? Supérieur à 3 kg, oui. En dessous, Oui. En dessous, non. il y a une Donc, on exonération peut jusqu'à 3 kW. jusqu'à 3 kg, donc on peut, avec une puissance de moins de 3 kW crête, ne pas être imposé sur les bénéfices. Alors, d'autres questions? Alors, quel est le coût hors prime d'une installation standard en toiture de 3 kW crête, et notamment, bon,
sujet important, hein, le temps de retour le temps d'amortissement des panneaux en moyenne. Alors, quand on fait une estimation de temps de retour, ça c'est pareil, c'est dans le devis qu'on le met, on considère une augmentation du coût d'EDF de 3% par an. Donc, c'est une augmentation, enfin ces dernières années qui est assez courte, mais sur les 25 prochaines années, en moyenne, ça devrait augmenter de 3% par an. Enfin, on l'estime en tout cas. On espère que ce ne sera pas plus. Dans ces cas-là, un temps de retour par exemple là, sur une autoconsommation où vous utilisez 65% de la prod, on va parler de 10-12 ans de retour sur investissement à peu près. Ouais, d'accord. Alors, J'ai vu des le questions prix, sur les kits à ouais, poser soi-même. Les kits à poser soi-même, nous, on n'y trouve aucun intérêt. À part ça, pour de l'autoconsommation totale, pourquoi pas, faire très attention à ce que vous installez quand même. Tous les matériels ne sont pas forcément bons. Juste, vous ne pourrez pas valoriser le surplus. Et si vous venez voir un installateur en lui disant de faire la demande de raccordement à votre place pour pouvoir valoriser le surplus, alors de base, on n'y a pas vraiment d'intérêt. Et surtout que quand on déclare, on engage le nom de la société sur l'installation. Donc forcément, ça a un impact légal. Donc faire une demande de raccordement pour un kit installé soi-même, ça nécessite toujours une visite technique et des coûts non négligeables. Donc en gros, autoconsommation totale tout seul dans son coin, ne pas oublier de faire la déclaration à Enedis d'autoconso totale, oui. Revente de surplus, non. très bien. On a une question aussi sur le prix fixe de rachat peut-il évoluer pour les contrats à venir, notamment en 2024, 2025. Actuellement, alors on n'a pas de visibilité, hein, ils ont augmenté suite aux événements en Ukraine, où on a relancé un peu la possibilité aux particuliers d'autoproduire leur propre électricité. Sachez néanmoins que tous les tarifs, les grilles tarifaires de la revente du surplus s'effectuent tous les 3 mois. Il y a une révision éventuellement soit à la hausse, soit à la baisse de ces tarifs réglementés. Oui, une question spécifique. Peut-on Alors, passer comment peut-on d'autoconsommation mesurer la... Pardon, tu es où, Jérôme? Oui, oui, je disais, j'ai une autre question. Comment peut-on mesurer la Ah oui, perte d'accord. d'efficacité au fil des années? Bon, là, je crois que c'est la BAC des constructeurs qui détermine en quelque sorte le pourcentage de perte de rendement au fil des années. Honnêtement, enfin, en tant qu'utilisateur, on le voit pas. Ne serait-ce que les deltas sur la production d'une bonne ou d'une mauvaise année, suivant les conditions météo, on n'arrive pas à avoir la perte de production. C'est vraiment dans le cas de grosses pertes, s'il faut faire marcher à garantie production, où là, on va pouvoir aller la chercher, mais sinon, c'est négligeable. Très bien. Peut-on passer d'autoconsommation sans vente de surplus à l'autoconso avec vente de surplus 3 ans après l'installation déclarée à Enedis? Légalement, non. Vous pouvez essayer. Normalement, non, ça se fait pas. Vous êtes censé faire la demande de raccordement avant. Alors, y a-t-il des aides au niveau national Ouais, ça on a ou répondu. régional? Oui, non, il n'y en a C'est pas. bon. Il faut savoir que l'arrêté tarifaire précise qu'il ne peut être cumulé à aucune autre aide. Donc, de base, si vous faites de la revente de surplus, vous ne pouvez pas bénéficier d'aide à côté. Qu'est-ce que la garantie de production? La garantie de production, c'est un fabricant s'engage à ce que le module qui vous vend produise une certaine puissance au cours du temps, enfin ne perde pas plus d'une certaine quantité d'énergie au cours du temps. Et donc aujourd'hui, par exemple, c'est 83% au bout de 25 ans. Donc 83% de la puissance crête au bout de 25 ans. Question sur les risques d'incendie. Toujours pareil,
Si on fait bien son travail, il n'y en a pas. Après, le risque zéro, ça n'existe pas. Il y a quelques années, il y a une grosse marque allemande qui s'appelait Schotten, qui a eu un sériel de défauts, mais en général, on est prévenu relativement à l'avance et on stoppe les installations à temps. Sinon, tout ce qui est feu de Linky, c'était souvent des sous-traitants qui serraient mal les borniers. Et tout ce qui est feu de tableau, c'est la contrainte de l'installateur qui doit former ses équipes de manière correcte. Et donc, après, le bornier, lui, doit être vissé à un certain couple. Et si c'est pas fait, ça peut engendrer un échauffement. Mais c'est comme de l'électricité classique de votre maison. Si le tableau est mal fait, il peut brûler. Le photovoltaïque, c'est pareil. Si c'est mal fait, ça peut brûler. Si c'est bien fait, il n'y a pas de raison. J'ai vu une question, une fois le contrat EDF signé, le tarif de rachat évolue. Jusqu'à récemment, non. Maintenant, oui. Sur la partie autoconso avec revente. Dans le cas de revente totale, oui, il évolue toujours. Il est soumis à plusieurs paramètres, dont l'inflation. Alors, on a une question. La pose de panneaux de couleur noire sur toiture entraîne-t-il une hausse de la température dans les combles? En surimposition, non, parce que vous avez une lame d'air entre la toiture et les modules, Ouais. ça ventile. L'impact du réchauffement climatique, normalement, devrait être relativement négligeable. On parle, enfin, sur la production photovoltaïque, on perd 0,35% par degré Celsius. Donc, sur une année qui serait en moyenne 2 degrés plus chaude, on parlerait de moins d'1% de perte. Le réchauffement climatique a beaucoup de défauts, mais pas sur le photovoltaïque. Par contre, il y en a d'autres à prendre en compte à côté, ça c'est sûr. Alors, une indication une demande de Monsieur Cédric Morin pour savoir s'il y a des renseignements sur une aide, notamment celle que j'évoquais, sur l'aide du département. Alors, vous pouvez, en fonction de votre revenu fiscal de référence, de vos ressources, donc, avoir en moyenne, tablé sur 25%, une participation de 25% du coût de l'installation plafonné à 3 000 €. Mais, je le rappelle, cette subvention locale du département n'est valable uniquement que pour une installation en autoconsommation sol. Alors, les panneaux garantis 25 ans sont-ils les meilleurs en rapport, en termes de qualité, rapport qualité-prix? Je ne sais pas trop quoi répondre à cette question. Oui et non, en fait, alors, le photovoltaïque est un marché changeant. On ne sait pas trop ce que ça va donner dans 25 ans, quelle boîte sera encore là ou pas. La garantie, c'est plus une confiance qu'a le fabricant dans son matériel. Quand vous voyez une marque comme SunPower qui va jusqu'à pousser 40 ans sa garantie, c'est juste qu'il a extrêmement confiance dans son matériel. Après, que ce soit garantie 12 ou 25 ans, si vous prenez un module asiatique, on va dire du haut de tableau, l'un ou l'autre, vous n'avez pas une meilleure qualité pour l'un ou pour l'autre, c'est juste un jeu sur la fiche technique et des arguments commerciaux. La qualité en elle-même du panneau, elle ne change pas vraiment. Très bien. L'engagement, alors quel est l'engagement de l'installateur vis-à-vis de son client sur la durée de son installation? C'est bien entendu, entre autres, la garantie décennale proposée par les professionnels RGE. Il y a la garantie Et une décennale. garantie légale aussi de 2 ans. Vous avez la garantie légale de 2 ans et après vous avez, il n'y a aucune obligation légale, mais en tant qu'installateur, on essaye de rester présent pour répondre aux questions et pour pouvoir dépanner, même après, au-delà de ces périodes de garantie. Oui, mais si l'installateur n'existe plus, oui, forcément, c'est difficile. C'est un peu difficile. Si l'installateur dépose le bilan, la garantie décennale est toujours valide. Ça, il n'y a pas de problème. Après, en tant qu'installateur, d'un point de vue professionnel, s'il y a un problème au bout de 12 ans, on essaye quand même d'être présent et de faire en sorte que ce ne soit pas prohibitif.
D'accord. On a une question, alors je ne sais plus si on y a répondu sur le coût de l'étude de production. Bien entendu, je pense que l'étude est gratuite une fois qu'on contractualise avec l'entreprise de travaux et qu'on signe un devis. Non, l'étude, nous, c'est en réponse, enfin, c'est avec le devis. On doit juste, Ouais, on doit, d'accord, on doit pouvoir prouver une production d'énergie, donc l'étude est gratuite. Après, il faut bien différencier d'accord, particulier et parfait, professionnel. Un professionnel, c'est beaucoup plus complet qu'une exactement. étude. Là, c'est payant. Chez un particulier, enfin, pour nous, ça fait partie du devoir de l'installateur de le mettre avec le devis. Très Ok. bien. Il y a donc, pour répondre à la question de l'aide de la région, il n'y en a pas pour les particuliers. Euh, En cas de forte en cas de pente sur la toiture, porte, est-ce ouais, qu'il y a des possibilités d'aplanir cet angle? L'arrêté tarifaire impose à ce qu'on soit parallèle au pan de toiture sur le cas des toitures inclinées, donc pas de possibilité. pour la revente de surplus. Alors, Ok. Euh, Quel intérêt de poser alors des peut-être panneaux au sol, sur le sol? Si on n'a pas de place sur la toiture ou si la toiture est à l'ombre. C'est là, vous ne pourrez pas faire de revente de surplus. On n'a pas le droit, sur une installation au sol, on n'a pas le droit de faire de la revente de surplus, de l'autoconso total ou du stockage virtuel. Ça marche bien. Voilà. Ça coûte toujours un peu plus cher. Les structures au sol sont assez chères quand même. Et puis s'il faut commencer à faire des fondations sur des installations de taille moyenne, là, ça devient un peu compliqué. Par contre, tout ce qui est car-park et brise-soleil, ça, vous avez le droit à l'arrêté tarifaire. Je viens de voir là, y a-t-il un intérêt de poser sur une toiture mal orientée? Toujours pareil, c'est l'étude de production qui le dira. À savoir qu'une toiture inclinée 15 degrés nord dans le sud de la France produit quasiment autant qu'une toiture inclinée au sud à Lille. Donc, et à Lille, ils en font. Donc, ça peut se justifier, mais c'est toujours pareil. C'est l'étude qui fait foi. Voilà. Que pensez-vous quand on aura assez de recul sur la fiabilité des panneaux solaires hybrides? Euh, Toujours pareil, la fiabilité, on la connaîtra à 10-12 ans, et encore à condition que le matériel n'ait pas trop changé. Faut plus voir le gain thermique et la manière dont l'hybridation est conçue. Si c'est un panneau photovoltaïque avec une récupération de chaleur, ou si c'est un panneau thermique avec une production d'énergie, avec une production d'électricité. Vous avez les deux hybridations qui marchent, il y en a qui sont plus performantes que d'autres. Alors, je crois qu'on a fait le tour des questions. Est-ce que on a une question sur une garantie de production? Alors, est-ce que le professionnel s'engage sur une garantie de production ou C'est un peu d'autoconsommation? ambigu, c'est toujours un peu ambigu à partir du moment où on fournit une étude de production. Dans un sens, on s'est engagé, on vous donne une étude de rentabilité, c'est un argument de vente. Si vous l'utilisez comme argument de vente, dans un sens, on s'engage dessus. Euh, Après, je connais des clients qui se sont fait avoir et qui n'ont pas réussi à faire jouer la garantie. Donc ça va dépendre un peu de l'humeur du juge. Voilà. Mais Très bien, à mes yeux, en tant qu'installateur, si on vous annonce une production, on s'engage dessus. Sinon, c'est trop facile. très bien. Une question de Marine Criado. Une fois le contrat EDF signé, le tarif de rachat évolue? Eh bien non, puisqu'il est souscrit pour une période de 20 ans. Euh, Il y a une question intéressante sur la fiabilité des panneaux solaires hybrides, donc produire de l'eau chaude et l'électricité avec le même panneau. Est-ce qu'on a assez de recul sur cette technologie? On a vite fait parler, oui, enfin oui et non. Non, ça va dépendre de la façon dont évolue le module. L'échangeur dessous peut être fait de différentes manières. Voilà. Après, c'est ce que je disais sur la façon dont l'hybridation est faite. Si on fait du photovoltaïque qui récupère de l'eau chaude ou de la production d'eau chaude qui récupère de l'électricité,
où vous avez plus une performance différente que la fiabilité. Faut vraiment regarder la performance. Un panneau photovoltaïque qui récupère de l'eau chaude va jamais être un producteur d'eau chaude seul. Vous serez jamais autonome en eau chaude. Vous aurez un bon appoint d'eau chaude, peut-être autonome sur un mois ou deux, mais vous aurez toujours un appoint électrique à côté. Je survole aussi. Jérôme, je propose qu'on essaye de conclure parce que ça fait une bien heure et demie. entendu, oui. Ouais, je survole bien. juste les dernières questions. Si jamais il y a une toiture mal orientée, donc il y a aussi la manière pas que privilégier le côté sud, mais aussi est-ouest. Hein. Vous faites ça aussi. Exactement. Ouais. Oui. Alors, alors, en termes de marque de panneaux référents, alors ça, on ne va pas se prononcer parce que chaque C'est professionnel compliqué. a ses fournisseurs à lui avec qui elle a C'est ça. signé des contrats, donc ça dépend. C'est Après, vous pouvez surtout que c'est consulter vraiment des... un avis subjectif. J'ai des marques qui fonctionnent très bien avec moi et d'autres personnes avec qui ça fonctionne moins bien. Donc l'avis est purement subjectif à ce sujet. C'est ça. Ou autrement dit, c'est comme le double vitrage, c'est pas que la marque et le modèle, mais c'est surtout aussi la pose, si c'est Voilà. bien fait. Très bien, je crois qu'on va s'arrêter là sur les questions. On a répondu on a essayé Ouais. de répondre au maximum aux questions des participants. Ouais. Vous avez toujours la possibilité, bien entendu, de nous recontacter, hein, soit sur le slide qui s'affiche, infoénergie@alecmm.fr, ou l'adresse mail de la maison Énergie Habitat Climat. Je crois que un remerciement chaleureux à Régis Isambert qui a pris la peine de répondre Pas mal de questions, tout à fait. à la volée aux nombreuses questions C'est ça. des particuliers. Donc, merci à lui. Et merci bien évidemment à Adrien. Peut-être un dernier mot, Adrien? Notre professionnel, oui. Un dernier mot pour conclure. conclure sur le sujet? Que le solaire, c'est magique et qu'il faut en profiter. C'est quand même de l'énergie gratuite, une fois que c'est rentabilisé. Exactement. Donc, n'hésitez pas à nous recontacter si vous avez des questions ou à prendre contact avec notre professionnel référencé qui a participé à ce webinaire, ou on peut vous mettre, bien entendu, à disposition d'autres professionnels référencés auprès de notre structure. D'avance, merci pour votre participation. Et on vous donne prochainement rendez-vous pour un tout autre webinaire. Exactement. Voilà. Donc, on vous remercie de votre participation et nous vous souhaitons donc une agréable soirée. Merci tout le monde. Merci. Merci.